Dernière leçon de matière de la compétence d'amendement et fertilisation. Je vous parle d'un sujet qui me tient à cœur, vous me connaissez, le compost. On a parlé du compost tout au long de la compétence. On a mentionné à quel point le compost était important pour rendre le sol plus confortable, pour créer des macropores et des micropores, améliorer la rétention en eau, le drainage. On a dit que le compost stimulait la vie microbienne du sol et que la vie microbienne était très importante, surtout si on fait du jardinage biologique. Le compost, en plus de ça, apporte des éléments nutritifs, donc il joue plein de rôles importants dans le sol. Maintenant, ce dont on va parler aujourd'hui, ce n'est pas tant le rôle du compost dans le sol, mais plutôt comment faire du compost. Évidemment, c'est important pour vous, horticulteurs, de savoir comment se fabrique le compost, c'est quoi les règles à respecter pour faire du compost chez soi ou en entreprise. Parce que c'est possible que vous le fassiez un jour dans le cadre de votre travail, que vous ayez par exemple à gérer un tas de compost ou à donner des conseils à des clients ou à des gens autour de vous qui vous posent des questions parce que vous êtes horticulteur, comment je fais ça un tas de compost, ou j'ai un tas de compost à la maison qui ne fonctionne pas, etc. Donc vous allez être à même de peut-être, comme je disais tantôt, gérer des tas de compost chez vous ou en entreprise, ou encore donner des conseils à des gens qui veulent faire un compost, ou encore qui ont déjà fait un compost, mais qui n'a pas bien fonctionné pour différentes raisons. Alors, on va couvrir pas mal tous les aspects de la fabrication du compost. Et en bonus, on va parler aussi de vermicompostage, donc comment faire du compost à la maison avec des vers de terre. Et on va parler aussi de T-compost, donc comment utiliser le compost d'une façon différente de ce qu'on a vu depuis le début. Alors, on commence. Le compost, par définition, c'est des matériaux organiques qui sont transformés en humus par des micro-organismes. Les deux points importants dans cette phrase-là, c'est la transformation en humus. Donc, on prend des déchets organiques, des pelures de patates, des feuilles de carottes, etc. On fait composter ça et on transforme ce qui était des déchets en quelque chose de très valable. On en a parlé depuis le début du cours, comment c'est important l'humus dans le sol, comment ça aide à structurer le sol, à améliorer ses propriétés. Donc, on prend dans le fond des choses qu'on aurait normalement jetées à la poubelle et on les transforme en quelque chose de très valable qui s'appelle de l'humus qu'on va pouvoir évidemment apporter à notre sol. Et l'autre point important, c'est fait par le travail des micro-organismes. Donc, faire du compost, c'est pas sorcier, c'est pas compliqué. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est créer des bonnes conditions pour que les micro-organismes soient capables de décomposer les matériaux organiques pour les transformer en humus. On n'a rien inventé. Du compost, ça se fait depuis toujours, ça se fait partout, ça se fait sans l'intervention des humains. Dans une forêt, par exemple, les feuilles mortes qui tombent l'automne compostent et retournent les éléments nutritifs au sol et en même temps forment de l'humus pour structurer le sol. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un tas de compost? Dans le fond, c'est qu'on va créer des conditions favorables pour que les micro-organismes travaillent mieux et plus vite. Donc, on va créer des conditions pour que les micro-organismes soient capables de transformer la matière organique en humus, mais de façon plus efficace et en évitant différents problèmes, entre autres le problème des odeurs. Donc, on va tout voir ça dans le cours, comment faire du compost. Évidemment, c'est un très bon amendement, c'est le meilleur amendement qui existe pour le sol. Et la valeur fertilisante, elle est variable, c'est-à-dire que le compost va être plus ou moins riche en éléments nutritifs, dépendant des choses qu'on a mis dedans. Et évidemment, si on a mis une gamme de produits plus large, si on a mis des coquilles d'œufs, du marc de café, des feuilles mortes, des restes de cuisine, de toutes sortes, bien, notre compost va être plus riche en éléments nutritifs que si on le fait juste, par exemple, avec des feuilles mortes et du gazon coupé. Donc, plus on va mettre de choses dans notre compost, plus il y a de chances que sa valeur fertilisante soit intéressante. Mais d'un compost à l'autre, évidemment, ils n'ont pas tous la même richesse en éléments nutritifs. C'est ce qu'on entend par valeur fertilisante variable. Les types de compost, il y en a au moins 5. Il y a le compost maison, celui qu'on fait chez soi. On va voir comment faire ça tantôt. Il y a le compost de résidus ligneux, qu'on appelle aussi le compost forestier, que je vais vous présenter dans 2 minutes. Le compost de crevettes, qui est très populaire. Le compost avec des algues. Et le compost fait de fumier. Les composts faits de fumier, dans le fond, c'est les fumiers dont on a parlé à la leçon précédente. Le fumier de poulet, le fumier de vache, le fumier de mouton. Dans le fond, c'est des composts. C'est des composts qui contiennent une certaine quantité de déjection animale. On y va avec le premier, compost maison, dont on va parler en détail. C'est un mélange de résidus de cuisine, de gazon coupé, de feuilles mortes, etc. Et la richesse, évidemment, va être variable, comme j'ai dit tantôt, selon ce qu'on a mis dedans. Donc, on a des résidus de cuisine, du gazon coupé, des feuilles mortes. On mélange tout ça ensemble, on crée certaines conditions et au bout de quelques mois, on obtient un produit fini qui ressemble à de la terre noire, qui est friable, qu'on appelle du compost. Donc,
Ça, c'est le produit fini, une fois que tous ces matériaux-là vont avoir été décomposés par les micro-organismes. Le compost de résidus ligneux, qu'on appelle aussi le compost forestier. On a l'exemple ici avec le produit Biophare. Donc, c'est fait à partir d'écorces de rameaux. C'est fait de produits ligneux, évidemment. C'est très efficace pour améliorer la structure des sols et c'est souvent recommandé pour les sols argileux. D'ailleurs, il y a un petit dessin ici dans le bas du sac qui dit « briseur de glaise ». Donc, le compost forestier, dans le fond, c'est un compost qui est un petit peu plus long à fabriquer, qui est un petit peu plus grossier et qui va avoir tendance à décoller un petit peu l'argile. Donc, c'est très bon pour structurer les sols. Malheureusement, il est un petit peu plus cher. Le compost de crevettes, très populaire aussi. Il contient entre autres du calcium, du magnésium et plusieurs éléments nutritifs. Et il contient aussi ce qu'on appelle de la chitine ou de la chitine. On a parlé de ce produit-là dans le cours précédent, quand on a parlé du compost de crevettes et du compost de crabe. Donc, l'enveloppe de ces animaux-là contient une substance qui va favoriser la résistance aux maladies fongiques. Donc, c'est quoi l'intérêt du compost de crevettes par rapport aux autres composts? C'est entre autres son contenu en éléments nutritifs, mais surtout son contenu en chitine ou en chitine qui va favoriser la résistance aux maladies fongiques. Donc, si on a une plate-bande avec des plantes qui sont sensibles aux maladies fongiques, on pourrait choisir de travailler avec ce compost-là. Le compost avec des algues, évidemment, qui va être riche en éléments nutritifs. Ça aussi, on en a parlé au cours précédent. Les algues, ça contient plusieurs éléments, du potassium entre autres, mais beaucoup d'oligo-éléments et des hormones de croissance, entre autres, qui vont stimuler la croissance des plantes. Donc, le compost à partir d'algues est aussi très intéressant. Et très souvent, ce qu'on va voir sur le marché, c'est un mélange, un compost marin, par exemple, qui peut contenir des crevettes et de l'algue en même temps. Et finalement, les composts faits de fumier. On a parlé de ça au dernier cours, les fumiers vendus en sac. Donc le fumier de poulet, le fumier de vache, le fumier de mouton, avec des contenus variables en éléments nutritifs, j'en avais parlé. Le fumier de poulet qui est normalement plus riche, autour de 2,22. Dans ce cas-ci, on a du 2,5, 2,2, 2,0. C'est assez proche. Le fumier de mouton autour de 1,1 en général. Ici, on a du 1,3, 1,1. Et le fumier de vache qui a généralement des chiffres en bas de 1,1,1. On ne voit pas très bien les chiffres ici, mais c'est des décimales. Je pense que c'est du 0,5, 0,4, 0,3. Donc, les composts faits de fumier sont aussi un autre type de compost, mais évidemment moins durable. Technique de compostage. On veut faire du compost, comment on s'y prend? Il y a deux grandes façons de travailler. Il y a premièrement ce qu'on appelle le compostage de surface. Et la méthode la plus populaire qu'on voit le plus souvent est la deuxième, le compostage en tas. Donc, je vais parler des deux méthodes et on va voir lesquelles sont les plus intéressantes selon les situations. On commence avec le compostage de surface. Donc, par définition, c'est des résidus organiques qu'on laisse se décomposer à la surface du sol. On n'a rien inventé, comme je disais tantôt, le compostage de surface, ça se fait dans une forêt. Les feuilles tombent, les branches, les arbres qui meurent tombent au sol et se décomposent au contact du sol grâce au travail des micro-organismes qui les fractionnent. Donc, c'est du compostage qui se fait sans l'intervention des êtres humains. Il n'y a personne qui ramasse les résidus organiques en tas, qui les arrose, qui les brasse. Ça se fait tout seul parce que les micro-organismes du sol sont capables de décomposer les matériaux organiques qui viennent en contact avec eux. Donc, des feuilles mortes qui se décomposent dans une forêt, c'est du compostage de surface. La même chose l'automne dans nos plates-bandes, si on décide d'envoyer des feuilles mortes dans les plates-bandes, ça va se décomposer au sol, c'est du compostage de surface. Quand on met du paillis dans une plate-bande et qui se décompose avec les années, c'est aussi du compostage de surface parce que les micro-organismes du sol vont travailler par en dessous pour le décomposer lentement. La même chose dans un potager. Je pourrais très bien dans un potager à l'automne, quand je défais mon potager, ramasser les légumes que je veux consommer et laisser tous mes résidus organiques au sol. Par exemple, je ramasse mes carottes, je garde la carotte et le feuillage, je le jette au sol pour qu'il se décompose. C'est ce qu'on appelle aussi du compostage de surface. Donc, compostage de surface, si on veut pratiquer cette technique-là dans un potager, il y a quand même des principes à respecter. Dans un potager ou une plate-bande, si je décide que je laisse mes résidus organiques au sol se décomposer, il y a des choses que je vais devoir respecter. Par exemple, j'ai une plate-bande d'annuelles. J'arrache mes annuelles à l'automne, je pourrais les ramasser, les mettre dans un tas de compost, mais je pourrais aussi les arracher et les laisser au sol, saupoudrer un petit peu de terre dessus et laisser les micro-organismes faire le travail. Si je veux faire ça, il y a des points que je vais devoir respecter. Le premier, c'est l'aspect esthétique. Est-ce que je peux me permettre esthétiquement de laisser des résidus organiques au sol, là, le temps que les micro-organismes le décomposent? Visuellement, est-ce que ça va m'agacer? Est-ce que ça va me déranger?
Si je décide de pratiquer le compostage de surface chez moi, ça se peut que ça ne me dérange pas qu'il y ait des résidus organiques à la surface de mes plates-bandes qui se décomposent dans ma cour arrière. Peut-être que dans ma cour avant, par exemple, j'aime moins ça, je trouve ça moins beau, moins propre. Donc, je préfère du compostage de surface en arrière, mais pas en faire nécessairement en avant. Un exemple. Donc, premier point, aspect esthétique. Est-ce que je peux me permettre de laisser des résidus organiques au sol? Si je travaille pour une municipalité, par exemple, dans un parc, bien, la réponse en général, ça va être non. Chez un client, la même chose. Si j'entretiens un terrain d'un client à Fontainebleau, par exemple, ça me surprendrait que le client accepte que je laisse des résidus organiques au sol. Il souhaite probablement, quand il va revenir du travail, que les plates-bandes soient propres, nettoyées, toutes clean. Donc, le compostage de surface, ça se fait dans certaines situations, ça se fait moins dans d'autres. L'aspect esthétique est donc un critère important. L'autre point, si je veux faire du compostage de surface dans une plate-bande annuelle ou dans un potager, bien, mes résidus organiques, quand je défais mon potager ou ma plate-bande, je ne devrais pas faire ça au mois de novembre quand le sol est frais. Je vais devoir faire ça un petit peu plus tôt quand le sol est encore chaud et les micro-organismes sont actifs. Je devrais donc défaire ma plate-bande annuelle ou mon potager un petit peu plus tôt en saison, idéalement avant la fin du mois de septembre, avant que le sol devienne trop froid. Le sol doit être vivant. Évidemment, le compostage de surface fonctionne bien dans les sols qui sont riches en matière organique et riches en micro-organismes. Si mon sol est très pauvre, s'il n'y a pas beaucoup de vie dedans, bien, c'est beaucoup demandé à des micro-organismes de décomposer un paquet de matériaux avant l'hiver. Donc, il faut que j'ai un sol qui est bien vivant. Et comme je l'ai déjà dit, comment savoir qu'un sol a beaucoup de vie microbienne dedans? Généralement, les sols qui ont beaucoup de matière organique et un bon pH ont généralement une vie microbienne qui est assez active. Autre point, je devrais mettre seulement des matériaux facilement compostables ou décomposables, donc des matériaux herbacés, ça va bien. Si les matériaux sont ligneux et coriaces, j'aurai avantage à les couper ou à les passer dans une déchiqueteuse pour les fragmenter. Mais mettre des plantes plus ou moins ligneuses à la surface du sol et souhaiter que les micro-organismes décomposent ça en quelques semaines, c'est peut-être pas réaliste. Donc, on devrait avoir des matériaux facilement décomposables ou facilement compostables. Et finalement, très important, des matériaux sains. On va éviter de laisser au sol des plantes qui sont bourrées de champignons, bourrées de maladies fongiques, parce qu'évidemment, si j'ai une plante qui est pleine d'oïdium, l'année prochaine, il y a des bonnes chances que les spores de champignons soient encore là et que la maladie revienne encore plus intensément. Donc, quand on fait du compostage de surface, il faut mettre de côté tout ce qui est malade, toute mauvaise herbe en graines aussi, pour éviter de se créer des problèmes avec les années. Sinon, si je respecte les principes généraux, c'est quelque chose qui se fait relativement bien. Autre façon de pratiquer le compostage de surface, je pourrais mettre des matériaux facilement compostables, comme des feuilles mortes, du gazon coupé par exemple, ou du papier journal, en dessous de mon pays. Donc, je mettrais par exemple des feuilles mortes, j'arrose, je mets un petit peu d'engrais azoté et je mets mon pays par-dessus. Et pendant l'été, mes micro-organismes vont travailler par le dessous et vont décomposer les feuilles mortes. Ça va me faire plus ou moins du compost de surface. L'année suivante, quand je vais enlever mon vieux pays, je vais voir que c'est déjà noirci, décomposé. L'humus va déjà être formé. Il va me rester simplement à la brasser un petit peu, l'incorporer dans le sol. Donc, je peux très bien faire du compostage de surface en dessous d'un pays sans que ça paraisse, sans que ça dérange personne et sans que ça choque l'œil.